Bonjour à tous. Alors, cette semaine, on est au lac des Vieilles Forges, dans les Ardennes, et je vais vous parler de la MG4. Alors, ok, le temps n'est pas super, la voiture est un peu mouillée, même un peu sale, mais bon, c'est pas grave, on va la faire parce que c'est ma voiture perso, et je voulais vous en parler parce que ça fait à peu près 10 mois que je l'ai, et, euh, et je pense que c'est le bon moment pour pouvoir faire un petit bilan sur le bien, le pas bien, l'utile, le moins utile, l'important et le moins bien important, même si c'est pas trop français ce que je viens de dire. Bref, on va pouvoir en faire un petit tour. Alors déjà, je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai choisi la MG4. À l'époque, j'ai choisi la MG4 parce que bah, c'était la voiture la moins chère en électrique pour son gabarit, il faut bien l'avouer. Et les prestations, options et caractéristiques étaient vraiment les plus intéressantes. On va faire un petit tour de la voiture, intérieur, extérieur, extérieur, intérieur plutôt, et ensuite parler un peu des différents éléments. Donc l'esthétique extérieure, on va en parler rapidement, mais moi, c'est pas forcément ce qui m'a plu au départ sur cette voiture, et pourtant en fait, bah, dans le coup, je m'y fais. J'adore cet avant, hein, ce petit aileron de requin avec ses optiques effilées. Et je trouve que ça lui va bien. On l'avait appelé, on disait que c'était la petite GTI des électriques. Et c'est vrai que ce surnom, je trouve que ça lui va bien, aussi bien dans son comportement routier que justement dans son esthétique globale. On est sur un beau gabarit, hein, on est sur un gabarit d'une berline compacte. Et le fait que ce soit une électrique et que du coup, on ait un empattement des roues qui soit assez important, hein, puisque c'est une foule électrique et c'est un châssis qui a été fait spécialement pour les électriques. Donc le fait que les empattements soient assez grands et que les roues soient assez éloignées, ça crée un espace intérieur qui est hyper intéressant et hyper important. Alors on peut parler un petit peu de l'arrière aussi, hein, qui respecte ces lignes sportives, avec ce petit aileron, ces petits décrochés des phares, et même comme on appelle ça là, euh, je ne sais plus le nom de ces trucs-là. Le nom me retrouvera, enfin je retrouverai le nom, mais à la limite on s'en fout parce que même sur la voiture, en fait, dans le final, juste l'esthétique, sinon le reste on s'en fout en fait, ça sert à rien. Mais c'est beau. Alors, allons voir un petit peu plus le côté intérieur de la voiture. Alors j'ai la clé dans la poche, hein, c'est pour ça qu'elle s'ouvre comme ça. Et, euh, et l'intérieur, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, donc rien de nouveau. De toute façon, elles sont toutes pareilles, hein, dans toutes les finitions, c'est exactement le même. Ce que j'aime aussi, c'est les places arrière, parce que franchement, c'est là où c'est plutôt spacieux et c'est plutôt intéressant, parce que le siège avant est réglé pour moi, euh, qui fait 1,80 m. Et regardez bien, quand je m'assois, eh ben, j'ai une belle place. Franchement, je suis confort. J'ai pas la tête qui est collée au plafond. Je suis pas trop engoncé. Et, euh, et du coup, eh ben ça c'est super parce qu'on peut vraiment être à quatre grands adultes dans cette voiture, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les berlines compactes. Après, honnêtement, les places arrière, elles sont très peu utilisées, donc dans les faits, on s'en fout un peu. Allons faire un tour à l'intérieur. Alors, l'intérieur de la voiture, ce qui est assez amusant, c'est qu'elle s'allume automatiquement dès qu'on rentre dedans. Donc, en fait, c'est toutes les voitures comme ça. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de bouton start and stop pour démarrer la voiture. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait sur la MG4? On appuie sur la pédale de frein, et alors on a le Ready System Pre qui se met, qui se met en marche. On pourrait se dire, waouh, c'est gadget, c'est génial, c'est super, c'est pratique. Bah non, en fait, c'est vraiment gadget. Ça sert pas à grand chose, je dirais même que des fois, c'est même un petit peu chiant. Parce qu'en fait, si on rentre dans la voiture, en fait, on ne peut pas démarrer tout de suite. Je vous montre l'exemple. Je ressors, je vais re-rentrer, on va faire le système et vous allez voir, on ne peut pas partir tout de suite. Donc je suis sorti, je re-rentre dedans, elle s'allume, on appuie sur le frein, et en fait, vous voyez, elle part pas tout de suite. Et même, si j'essaie de sélectionner mes vitesses, ça fonctionne pas. Je suis obligé de relâcher mon frein parce que en fait, j'ai été trop vite
pour appuyer dessus. Et je suis obligé une seconde fois d'appuyer jusqu'à entendre le petit ready start qui se met en route. Là maintenant, c'est bon, je peux sélectionner, comme vous voyez, les vitesses. Mais du coup, dans les faits, bah, tout ça, c'est un peu long. Si je viens de voler une pomme sur un étalage, je peux pas partir tout de suite, quoi. Je vais me faire capter. Ça, c'est un peu dommage. J'aurais préféré finalement un petit bouton start and stop. Je rentre, j'appuie dessus, la voiture démarre tout de suite et je peux partir. Ça, pour moi, ça fait partie, ça rentre dans la catégorie gadget. Ensuite, les boutons sur le volant. Donc, on a plein de boutons, mais qu'est-ce qu'on utilise? Donc ici, on a un système vocal qui, au final, sert à rien parce que, honnêtement, les traductions sont pas géniales. Il comprend pas très bien ce qu'on veut, donc j'utilise très peu. De l'autre côté, on a le téléphone. Le téléphone, euh, souvent, on utilise CarPlay ou Android Auto, puisqu'au final, c'est comme ça qu'on téléphone, et même, je dirais, même au niveau du GPS, on va voir, c'est souvent ça qu'on utilise. Et ben, le bouton, au final, sert à rien parce que l'écran, ici, quand on a le CarPlay qui est mis, je vais parler du CarPlay puisque moi, c'est le CarPlay que j'utilise. Au final, l'écran, il est mis, j'appuie directement ici. Ma configuration physique me permet d'appuyer plus facilement sur l'écran là que plutôt d'appuyer ici. Donc je n'utilise jamais non plus ce bouton là. On a le régulateur de vitesse. Alors là par contre ça c'est quelque chose d'intéressant à utiliser. Et de l'autre côté on a, bon, ça permet d'aller rapidement dans les petits menus qui sont sur ce petit écran. Alors cet écran là il n'est pas personnalisable. On n'a pas de choix esthétique ou de choses comme ça. Ce qui dans les faits, c'est pas plus mal parce qu'au final, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir à paramétrer tous ces petits trucs et machin? Moi, ça me convient très très bien. Et donc on a un petit truc pour aller dans les menus. Bon, ça c'est bien, mais c'est vrai qu'au final on n'utilise pas souvent non plus. Et puis on a deux touches en dessous, et ces deux touches peuvent permettre de paramétrer des fonctions. Mais on n'a pas le choix d'y mettre tout ce qu'on veut. Si on retourne sur l'écran principal et qu'on va dans commodité, on peut s'apercevoir que le bouton de gauche, on peut soit le contrôle du véhicule, soit la caméra 360, soit gérer la récupération d'énergie, soit choisir le mode de conduite. Personnellement, je choisis la récupération d'énergie. Et dans le bouton droit, par contre, là, on a seulement deux choix. Soit c'est la climatisation qu'on règle, soit c'est la source sonore, c'est-à-dire la radio, la musique du téléphone, ou, en fait, souvent c'est que ces deux choix-là. Alors, pourquoi je choisis la récupération d'énergie sur le bouton de sélection? Tout simplement parce qu'on a 3 niveaux et même 4 niveaux de régénération. Je vais appuyer sur le bouton pour que vous voyez. Et dans les faits, par défaut, dès qu'on démarre la voiture, on est au niveau de régénération 3. Personnellement, 3, je trouve que c'est un peu trop, parce que dans ma conduite, j'utilise beaucoup la roue libre. Donc au final, je me mets moi au minimum, c'est-à-dire je me mets à 1, et je regarde bien mon environnement, j'anticipe, je laisse les roues libres, je laisse tourner. Et en fait, c'est même moi, personnellement, c'est ma meilleure manière d'économiser de la batterie par cette solution. Donc au final, autant avant, j'avais la Kona électrique où il y avait des palettes au volant pour jouer la régénération. Et là, c'était très chouette, hein. On s'amusait dans les descentes, les virages, à pouvoir aller, hop, on augmentait, on diminuait. C'est comme si on changeait les vitesses. Et ça, c'est un truc que j'aimais beaucoup d'ailleurs dans la Kona. Que là, dans la MG, c'est ce petit bouton. Et au final, c'est trop chiant d'appuyer dessus constamment. En plus, un petit peu lent à se mettre, c'est pas tout à fait automatique. On appuie, ça change doucement. Il y a une petite latence. Donc, c'est impossible de le gérer dans la rapidité. Alors, on va rester dans le menu et on va regarder un petit peu les choses. Déjà, une des choses aussi primordiales quand on rentre dans la voiture, c'est de désactiver les aides à la conduite. Parce que sur la voiture, honnêtement, elles sont horribles et elles sont même dangereuses. Et par défaut, selon les normes européennes, etc., on ne peut pas les déconnecter automatiquement de la voiture.
ni dans son profil qu'on peut paramétrer ou quoi que ce soit. En fait, on peut rien paramétrer. Donc résultat, toujours par défaut, c'est activé au démarrage. Et si on oublie, franchement, elle donne des coups de volant, c'est horrible. Alors, réflexe, tout de suite, quand on rentre dans la voiture, petite voiture, et puis on se met sur le MG Pilote et on désactive l'aide au maintien de la voie. Voilà. Ça, c'est le premier réflexe à avoir quand on rentre dans la voiture. Alors, les modes de conduite de la voiture, on a neige et éco normal sport. J'ai jamais eu à utiliser le neige, mais dans les autres, finalement, je vois pas trop la nécessité, parce que j'ai l'impression que ça change juste un petit peu des réglages de la voiture, mais très sommaire. Et à part, en fait, même, je dirais même que j'ai l'impression que ça change que la pédale. C'est-à-dire que si on est en éco, la pédale, elle va être un peu plus lourde. Si on est en mode sport, elle va être très légère, on va appuyer à peine, ça va partir beaucoup plus vite. Et au final, j'ai l'impression que c'est juste le paramètre qui change réellement. Donc, honnêtement, pareil, j'y touche jamais, je reste en normal et ça fonctionne très bien comme ça. Une chose que, justement, par rapport au fait qu'on puisse pas désactiver les aides à la conduite de la voiture, il faut savoir du coup, ça fait 10 mois que je l'ai. Je l'ai eu pas dans les premières, mais disons dans les premiers mois de sa commercialisation. Et résultat, en fait, je suis toujours sur une version du logiciel quand même assez ancienne. J'ai eu une seule mise à jour depuis que je l'ai. Euh, Prendre rendez-vous au concessionnaire, c'est chiant. Je suis pas toujours disponible, surtout pas aux heures de bureau. J'ai pas le temps d'aller déposer la voiture 3 heures au concessionnaire pour faire une mise à jour. Ou souvent lui non plus n'a pas le temps. Donc dans les faits, je suis toujours à une mise à jour assez ancienne. Alors, je ne sais pas sur les dernières, apparemment il y a eu quelques nouveautés, quelques réglages supplémentaires, quelques changements esthétiques de l'interface. Mais du coup, personnellement, je les ai pas. Et ça, franchement, dans le temps, je trouve que c'est un peu chiant. Parce que par exemple, si on prend cette aide à la conduite, il paraîtrait, alors ça peut-être que vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais il paraîtrait que sur les dernières versions du logiciel, ça s'est amélioré et que maintenant on n'aurait plus besoin de le désactiver à chaque fois. Personnellement, maintenant j'ai pris trop d'expérience, de mauvaises expériences avec, pour me dire même si j'avais une mise à jour qui la corrigeait correctement, je suis pas sûr que je l'enlèverais quand même pas à chaque fois par sécurité. Chose que je faisais avant, jamais avant sur la Hyundai. On va voir justement la version, la version que j'ai moi sur la voiture. Comme ça, système, hop, version du système info, divertissement. Vous voyez, je suis, hop là, je voulais pas appuyer là-dessus. Je suis en R24. Et je ne sais pas quelle version on est actuellement. Ça, n'hésitez pas peut-être à me le marquer dans les commentaires si jamais vous avez une MG4 et que vous savez à quelle version, la dernière version du logiciel. Euh, mais c'est vrai que ça, ce système de mise à jour, au final, moi, ça me voit moins. Parce que, encore une fois, oui, comme on n'a pas le temps, j'ai pas le temps d'y aller, etc. Je trouve que c'est dommage parce qu'il y a plein de choses de la voiture dont je peux pas profiter. Et surtout quand on achète en plus une voiture dans ses débuts, il y a forcément des corrections à avoir sur la voiture au niveau des réglages, de l'infodivertissement et toutes ces choses-là. On a eu le cas d'ailleurs sur les Volkswagen, hein, sur les ID3, il y avait beaucoup de soucis à ce niveau-là aussi au début. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça s'est encore réglé, mais je pense que oui, puisque j'en entends moins parler maintenant. Mais ça serait quelque chose à améliorer. Je sais que du coup, Tesla les font à distance, et ça, c'est vraiment un gros plus. Et, euh, et je ne suis pas sûr que je ne changerai pas de voiture simplement pour cette chose-là dans le futur. Mais bon, parce qu'au final, c'est vraiment le système des aides à la conduite, etc., qui devient primordial sur une voiture. Le reste, l'esthétique, si on prend l'écran, hein, si on prend l'écran, au final, le GPS, c'est quelque chose qu'on utilise quasiment plus, puisqu'on a Android, on a Apple CarPlay, on utilise Waze pour la plupart, il faut être honnête. Donc au final, un GPS dans une voiture, c'est plus devenu très 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 important. Et s'amuser dans les réglages, aller peaufiner des choses, etc. Au final, est-ce qu'on prend vraiment le temps de le faire? Moi, non. Au final, on prend la voiture, on roule avec. Et la seule chose contrainte que j'ai avec cette infodivertissement, et le contact principal que j'ai avec cet infodivertissement, c'est d'aller déconnecter ces aides à la conduite, quoi. Alors, autre chose aussi, dans les choses qu'on utilise le plus dans un quotidien, c'est évidemment le chauffage. Alors, le chauffage, si on regarde sur l'écran,
On y a accès par ici. Alors, il me semble justement que dans une version plus récente, l'interface a un peu changé à ce niveau-là. Et une chose que j'ai, alors apparemment ça se réglerait dans les versions du logiciel plus récentes, mais en hiver, le chauffage a des fois un petit peu de mal à se lancer. Donc des fois il faut éteindre la voiture, la rallumer pour que le chauffage soit bien pris en compte. On a tout ce qu'il faut. On a des sièges chauffants hein, et on a même le volant chauffant dans la voiture. Honnêtement, moi je pensais que le volant chauffant allait vraiment un gadget. Et finalement, eh ben, je dirais que ça c'est un gadget utile. Avoir les petites mains chaudes qui sont réchauffées par ce petit volant, bah, honnêtement, si c'est agréable. Est-ce que c'est une option indispensable? Non. Est-ce que c'est une option de confort? Oui. Est-ce qu'elle est utile? Bah oui, puisqu'elle m'apporte quelque chose. Donc moi je la considère comme utile. Les sièges chauffants, par contre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup moins. J'aime pas cette petite chaleur. Alors, ça serait pas l'avis de tout le monde, hein. Lolo, elle vous dirait qu'elle adore avoir le petit cul qui chauffe. Euh, non, on peut pas dire ça. Et mais personnellement, moi, j'aime pas trop. Alors, une autre chose concernant le chauffage, vous avez vu sur l'écran, il est réglé à 22. Alors, 22, c'est pour avoir un ressenti de 19. Alors, souvent, il y avait beaucoup de plaintes au début, je lisais sur les forums qui disaient oui, il faut monter drôlement la température pour avoir une chaleur. Mais dans les faits, il y a quand même beaucoup de voitures qui sont comme ça, hein, chez Kia, même chez Hyundai, d'autres marques. Il faut toujours monter plus que de mettre. C'est pas on met 19 et on a 19. Après, ça, honnêtement, est-ce que c'est un défaut? Bah non, une fois qu'on le sait, on le fait et puis ça change pas grand-chose. C'est pas ça qui va ruiner la batterie de la voiture, c'est pas ça qui va nous empêcher de pouvoir rouler un petit peu quoi. Donc ça, donc ça va. Alors une autre chose que je trouve utile et que j'aime bien sur la voiture, hein, c'est beaucoup dans beaucoup de voitures maintenant, mais celle-ci encore une fois, pour son prix et pour son niveau d'équipement, euh, c'est quand même intéressant que ça y soit et bien que ça y soit. C'est la caméra 360. Alors je vais vous montrer justement. Alors il faut se mettre sur le sélecteur de vitesse évidemment en marche arrière et là regardez sur l'écran, on change pour les caméras. Donc on a la vue 360. Et donc en fait, comment elle est obtenue cette vue 360? Elle est obtenue par une caméra qui se trouve sous chaque rétroviseur, une caméra à l'avant et une caméra à l'arrière. Et en fait, il reconstitue la voiture par au-dessus. Et franchement, ça c'est plutôt pratique. Ça permet de se garer facilement, de voir ce qu'il y a autour. Et on a la vue arrière. Et du coup, bah, pour moi, là, ce système de caméra, bah, je trouve ça sympa. Je trouve que ça donne un vrai plus et un vrai confort où on se sent en sécurité quand on se gare, hein. Là, vous voyez, la voiture, elle est vraiment bien. On voit bien les deux lignes blanches de la place de parking. Et ça j'aime beaucoup. Alors, autant la voiture est super bien équipée, autant pour moi, il y a un petit truc qui lui manque quand même et qui est quelque chose qui pourrait être mis quand même, et ce qui, à mon avis, coûte pas grand-chose parce que c'est même sur des vieilles voitures de 10-15 ans, ça s'y trouve, c'est l'essuie-glace automatique. Ça, je trouve que c'est vraiment chiant. C'est on lance l'essuie-glace et on a des vitesses, différentes vitesses, mais on n'a jamais la bonne, il pleut plus ou moins, etc. Euh, les essuie-glaces automatiques, pourtant c'est un élément de sécurité qui pour moi devrait être imposé dans toutes les voitures. Ça, je trouve que c'est une petite pingerie, quelque chose qui manque sur cette voiture. Je ne sais pas pourquoi ça y est pas. Euh, Elle est super bien optionnée, elle a tout, la caméra 360, les phares automatiques. Il fonctionne bien d'ailleurs. Les phares automatiques fonctionnent très bien. Mais là, les essuie-glaces automatiques, bah, on les a pas. Alors on va aussi parler un petit peu bah, de l'habitacle, de l'intérieur, de la vie, comment on s'y sent en tant que conducteur et les différents mouvements qu'on peut faire avec ses mains et les accès qu'on a. Alors, une des choses que j'aime beaucoup, c'est qu'au final, dans la position de conduite, on a vraiment accès très facilement avec la main à tout l'écran. On peut appuyer partout et ça, je trouve que c'est vraiment chouette. La commande, si on descend un peu plus bas, on a cette petite console ici où on a le sélecteur de vitesse.
Dans les faits, c'est aussi très pratique d'avoir juste un petit bouton comme ça. C'est très chouette. On remarque qu'on a le parking à côté. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi c'est là. Personnellement, je l'utilise jamais parce qu'au final, une fois qu'on a appuyé sur P, la voiture, elle est garée, on ressort, on éteint le moteur et c'est fini. Donc ce petit bouton parking sur le côté, au final, pour moi, il n'est pas très utile. Et c'est vrai qu'il prend quand même pas mal de place sur la planche de bord. Alors, sur la console, puisque finalement, oui, c'est vrai que on dit j'ai dit la planche, mais c'est vrai que c'est la console. Donc là, elle est tellement petite que la console, elle se résume à ça. Ici, on a le chargeur à induction. La charge à induction, au final, bah ouais, c'est pratique, mais dans les faits, étant donné qu'on est toujours connecté avec son téléphone sur CarPlay et que le CarPlay, on peut l'obtenir qu'en branchant son téléphone avec le fil, au final, ce chargeur à induction, bah, on n'est jamais utilisé. Donc, son utilité, elle est réduite à moindre. D'ailleurs, au final, l'histoire hein, d'avoir le CarPlay qui se branche ici, d'ailleurs, vous voyez, hein, ici, on a le CarPlay d'ailleurs qui peut se brancher que sur celui-ci. On a un USB-C ici, il est là, mais ici, on ne peut pas obtenir le CarPlay, on peut l'obtenir que sur ce port-là. Et pour moi, le CarPlay, en fait, ça devrait être indispensable parce que c'est le seul moyen qu'on a de ne pas utiliser son téléphone finalement en voiture. Tout est sur l'écran et c'est pratique. Donc, pour en revenir, c'était l'idée que ce chargeur à induction, bah, c'est bien, mais au final, ça ne sert pas. Ou alors, ça peut servir pour le passager. Dans la console, ici, on a un petit rangement. Alors, moi, j'y mets personnellement mes petits bonbons, comme vous voyez. Et ici, ça peut me permettre, finalement, c'est ici que je dépose mon téléphone. Parce que je trouve que c'est le plus pratique. Je branche mon téléphone, je le pose ici. Et au final, bah, cet endroit lui sied parfaitement. Alors, je rajouterais peut-être bien un petit élément plastique ou quelque chose, un petit peu comme sur le chargeur à induction, mais quelque chose ici qui pourrait permettre de mieux le stabiliser parce que des fois, il glisse un petit peu. Et ça serait parfait. S'il y avait des petites améliorations à faire, ça serait un petit plus qui serait intéressant. Alors, je voulais vous parler un petit peu de la recharge et de la trappe électrique. Alors, j'en profite, hein, je vous parlais tout à l'heure des lumières qui étaient pour moi un petit peu gadget et qui ne servaient pas à grand chose. Ici, on les voit là, je suis sorti de la voiture, donc c'est allumé et on les voit. Par contre, honnêtement, j'aime bien le fait que ces phares soient complètement rouges. On ne distingue pas les petites LED. Ça, c'est quelque chose de chouette. On voit souvent ça sur des voitures plus haut de gamme que celle-ci. Et ça, c'est un petit truc que j'aime bien. Bref, je reviens à cette trappe. Donc, hop. Donc ici, on peut voir, on a la prise AC et DC. Hop, par le petit cache. Et puis, on peut voir notre niveau de batterie à l'intérieur de la trappe. Bon, dans les faits, est-ce que c'est utile puisqu'au final, on le voit au tableau de bord et que quand on sort de la voiture ou qu'on a l'intention de la charger, on sait à peu près combien il y a dans la voiture. Mais bon, c'est sympa quand même d'avoir 4 éléments qui peuvent nous indiquer le 25%, le 50%, le 75%, le 100%. Euh, Au niveau des recharges, perso, je recharge très peu sur des bornes publiques ou des machins, mais j'utilise toujours ChargeMap. Alors, je sais bien, il y en a tout de suite qui vont me dire hein, dans les commentaires, ouais, ChargeMap, c'est cher, c'est plus cher que d'autres, etc. Ouais, mais il y a un côté où pour moi perso, je trouve que c'est plus pratique et c'est plus simple. Donc la fainéantise d'avoir 50 000 cartes, de jongler entre les cartes, de regarder quel est le tarif le moins cher, parce qu'en plus, dans les faits, on n'est pas à du 3 pour 1 ou des choses comme ça. Donc la différence, elle se joue à quelques centimes sur les bornes. Donc je trouve plus pratique d'avoir au final une seule carte, qui en plus est plus polyvalente et où on peut aller un peu partout avec, et de se dire, bah, dans les faits, au moins, je suis tranquille, j'arrive quelque part, je sais, j'ai mon application, il y a vraiment tout et je me connecte. Par rapport au nombre de recharges que je fais dans l'année, là, avec celle-ci, en 10 mois, j'ai dû recharger 5 fois sur une bande rapide. Donc, c'est dire que je n'utilise pas beaucoup les bandes rapides, seulement quand je fais des plus grands déplacements ou des choses comme ça. Donc, au final, ce que je cherche à ce moment-là, c'est pas forcément le meilleur prix ou le prix le moins cher pour gagner 3 centimes. Non, ce que je recherche, c'est la simplicité. Et là, pour moi, ChargeMap est au-dessus des autres. Alors, une des choses aussi que je voulais vous parler un peu, c'était le côté. On en parle rarement, mais ici, le côté de la ligne,
Et en fait, le fait que tout le bas soit du plastique sur toute la longueur, hein. Si vous voyez, le plastique est sur toute la longueur. Et ce que j'aime bien sur le côté conducteur, et j'ai remarqué ça quand je me suis garé près d'un mur ou quoi, c'est qu'au final, vu le profil contre un mur, c'est d'abord ça qui touche. Et donc ça c'est plus bon. Faut pas ouvrir la portière comme un taré parce que sinon on va quand même tout taper. Mais en ouvrant doucement, c'est cette partie-là qui touche en premier. Et ça c'est plutôt pratique parce que ça peut permettre de sauvegarder un peu la carrosserie de temps en temps. Autre chose en ouvrant, on peut remarquer que c'est super large au niveau du bas. Alors pareil, on a une belle protection plastique sur toute la longueur. Et le truc c'est que du coup quand on rentre à l'intérieur de la voiture, on doit bien écarter les jambes. Et résultat des courses, regardez. Vous voyez ici, c'est sale. Et c'est sale parce qu'en fait, forcément, quand on rentre, on a tendance à mettre son pied dessus. Donc ça, c'est un petit désavantage. Bon, en même temps, c'est que du sale, hein. Ça se nettoie facilement. Mais le fait d'avoir un grand empattement ici, au niveau de l'entrée, euh, c'est un tout petit peu embêtant. Mais d'un autre côté, c'est une protection. Et est-ce que parfois, il vaut pas mieux avoir une protection plutôt que d'avoir une carrosserie fragile, hein? C'est toute la question. Alors, le bilan, bon, on a fait un petit tour rapide de la voiture, des petits trucs, des plus-moins que moi j'aimais bien dessus. Je n'ai pas été exhaustif, hein, on peut aller beaucoup plus loin, on peut aller voir, j'ai sûrement oublié des choses. Mais voilà, dans cette première petite vidéo, je voulais vous montrer ça. Vous dire qu'au final, cette voiture, bah, j'en suis content. Euh, Est-ce que je m'attendais à être aussi content? Non. À la base, c'était le prix qui m'avait attiré encore une fois et les prestations qu'elle avait. Et franchement, ces prestations sont pas mauvaises. Moi, ce que je regrette le plus, c'est l'aide à la conduite. Mais si on enlève cette chose qui est vraiment mauvaise dessus, le reste, bah, tout est supportable et tout est acceptable. Et franchement, ça fonctionne plutôt bien. Le comportement routier est très bon. J'aime beaucoup la conduire. Le fait qu'elle soit sous une propulsion, et notamment. Et comment et par contre, est-ce que dans le futur, je vais la garder longtemps? Bah, ça, c'est quelque chose, j'en suis pas sûr. Pourquoi? J'avoue que je sais pas comment elle va vieillir. Autant sur, d'autres modèles, je serais plus rassuré, autant, sur celle-ci, bah, je sais pas trop. Après, les 1res versions, les premiers modèles, c'est toujours, c'est souvent plus compliqué. Heu, pour l'instant, elle me convient.